작샤는 걸어서 강산득잔도 제대게 작샤는 걸어서 강산득잔도 제대게 나이레리레레레 Imaginez un enchaînement de montagnes, toutes taillées dans le même moule. Des montagnes enchevêtrées les unes dans les autres, à l'infini, dans un paysage assoiffé par le soleil. La terre à vif. Et puis, incident de parcours au beau milieu de ce presque désert, dressé un peu comme une erreur dans sa carcasse de glace, le Mustagata. 7546 mètres de puissance. D'intransigeance aussi. C'est là que j'ai été invité. Oh, pas un dîner mondain, non. Une expédition de haute montagne. L'équipe? Des gens comme vous et moi. En l'occurrence, un avocat, un informaticien, un étudiant, un chef d'entreprise, un commercial, un médecin, et puis quand même un vrai guide de haute montagne pour éviter les bêtises. Ils ont tous pris des vacances, comme vous et moi, mais spécialement pour monter là-haut. Leur but? Lancer, du haut de l'un des toits du monde, l'idée d'une nouvelle organisation internationale créée pour des gens comme vous et moi. Gravir ce sommet pour planter le drapeau de cette nouvelle institution, même si elle n'existe pas encore, et peut-être justement pour qu'elle existe un jour. Nous sommes à l'extrême ouest de la Chine, aux confins des anciennes républiques soviétiques du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, et à 2 pas de l'Afghanistan et du Pakistan. N'en déplaise aux Chinois et aux autres membres influents de la planète, nous sommes bien en Asie centrale et nulle part ailleurs. Nous sommes même au pays des Kirghizes, ethnie nomade sortie plus ou moins indemne de toutes les dominations et de tous les troubles de l'histoire mouvementée de cette région du monde. Aujourd'hui population majoritaire du Kirghizistan, les Kirghizes existent aussi dans les régions frontalières des pays voisins, dont ici, en Chine officielle, donc sous domination chinoise. Kirghizes, Ouïghours, Ouzbeks, Turkmènes, d'autres ethnies sont également réparties ici et là en Asie centrale, pas forcément dans le pays correspondant à leur nom, comme si les frontières n'avaient pas toujours été bien fondamentales ici. D'ailleurs, la Terre elle-même n'a pas encore dit son dernier mot, puisque depuis quelques 30 millions d'années maintenant, la plaque continentale de l'Inde pénètre encore lentement sous le plateau asiatique et le soulève inexorablement. La région se partage ainsi aujourd'hui le plus grand et le plus haut complexe montagneux de la Terre, avec l'Himalaya, l'Hindu-Kush, le Karakoram et le Pamir. Les plus hauts sommets du monde. Un ensemble montagneux de plus de 3000 km de long, sur près de 500 de large, avec plus d'une centaine de sommets de plus de 7000 mètres. C'est là, à la limite nord-est du Pamir, que se situe le Mustagata. Le Mustagata, père des montagnes de glace pour les Ouïghours, paradis terrestre pour les Kirghizes, une montagne très prisée des alpinistes du monde entier, exigeante non pas sur le plan de la technicité, mais sur celui de l'endurance. L'accès, environ 800 km de pistes et de routes à partir du Kirghizistan
dont une partie sur la Karakoram Highway, seule voie de communication reliant le Pakistan et la Chine. La Karakoram Highway, c'est 1400 km de route de montagne. Elle culmine à 4700 mètres d'altitude, à la frontière sino-pakistanaise, dans un paysage impressionnant, avec ici et là des chantiers plus ou moins importants pour réparer les méfaits de l'hiver. Allez, est-ce qu'il faut pousser là? Malgré les pauses, la route est longue. Et les seules escales animées du trajet sont tout d'abord un petit village au bord de la route, tombé à pic pour nous dégourdir les jambes et prendre notre premier repas chinois. Et puis, après encore quelques kilomètres de route, la halte sans doute la plus touristique de notre voyage, Kashgar. Kashgar, ancienne étape mythique de la route de la soie, oasis entre les pics glacés du Karakoram et le désert brûlant du Taklamakan. Kashgar, petite capitale régionale de cette partie de la Chine, mais profondément empreinte de culture turque et arabe. Ici, pourtant en Chine, nous avons eu souvent l'impression d'être dans les souks de Marrakech. Après une bonne dizaine de contrôles de police, naturellement et malheureusement infilmables, nous voici enfin arrivés à destination. Le minibus nous abandonne sur un plateau d'où l'on peut déjà admirer à loisir notre futur terrain de jeu. Ah, c'est tout tracé, hein. Tu veux regarder? Comment? Les guettes, ça craint pas. Tu cales le melon avec. Après avoir confié tout notre matériel et nos affaires aux entreprises de transport locales, nous voici partis pour une marche d'approche en direction du camp de base. Une petite marche volontairement tranquille pour déjà s'habituer à l'altitude, puisque nous sommes à plus de 3500 mètres et que cette hauteur oblige le corps à mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes destinés à pallier au manque d'oxygène. Tous les passionnés de montagne, comme notre guide Denis, connaissent bien le problème. Moi, mon expérience de guide me conduit à penser que à partir de 3500 mètres, il faut procéder à une acclimatation rigoureuse. Une haute montagne de ce type, c'est quelque chose de merveilleux, en ce sens que ça demande une adaptation énorme. Et l'organisme est capable de s'adapter de façon étonnante si on lui laisse le temps et si on a la patience et l'humilité de laisser justement le temps faire son travail. Une expédition de haute montagne, c'est d'abord une logistique. Un camp de base qui porte bien son nom, véritable station-service pour les hommes et le matériel.
Le nôtre est situé à 4120 mètres, un peu plus de 100 mètres en dessous du camp de base officiel, qui n'a plus assez de place. Mais tant mieux pour nous. Du coup, notre installation se résume à quelques petites tentes et une tente-messe, isolées, installées en plus avec des nomades kirghizes, avec leurs yourtes ou leurs habitations en pierre ou en pisé. La yourte est l'habitat traditionnel des Kirghizes, et même le symbole du Kyrgyzstan. C'est une tente circulaire, montée à partir d'une armature faite de tiges courbes, en saule, en frêne ou en genévrier. Le mur se compose d'une centaine de pièces assemblées en quinconce pour former un treillage. Les tiges du toit prennent appui dessus pour se rejoindre sur la roue, ouverture pratiquée au sommet et servant à la fois à laisser passer la lumière et le tuyau du poêle. Dans les croyances des nomades kirghizes, cette ouverture représente aussi la porte entre le ciel et la terre. L'extérieur de la yourte est recouvert généralement de plusieurs couches de feutre. Son montage, réalisé en 2 ou 3 heures, est traditionnellement l'affaire des femmes. Très confortable, elle est transportable à dos d'âne ou de chameau et constitue la meilleure protection contre les grands froids, les températures torrides, mais aussi contre le vent et les tempêtes de sable. La vie au camp de base, c'est une vie d'attente et de préparation. Attente d'abord parce qu'il est vital de ne pas faire d'efforts trop importants pour laisser le corps s'habituer au manque d'oxygène. Préparation aussi parce qu'on ne gravit pas un sommet comme ça, tout de suite en arrivant et en une seule fois. J'adore ça, il trouve qu'il n'y a pas de tente plus fabuleuse que ça, et après le montage est un peu l'erga. Premier travail, préparation du matériel et de tout ce qui sera indispensable dans les camps d'altitude. Après, tu pompes, donc quand tu as le réservoir. En principe, quand tu as le réservoir qui est plein, tu mets 10 coups de pompe. Tu peux pomper avant d'ailleurs. Autre préparatif important, les rations d'alimentation savamment préparées et dosées en portions individuelles pour chacun d'entre nous. Ce qu'il faudrait, alors on a fait ici, il y a 2 rations complètes, il y a 6 petits déj. Il faut finir les 6 rations. Alors c'est moi essentiellement qui ai mis en place tout ce qui concernait l'alimentation d'altitude. Donc ça c'était le travail qui nous incombait au camp de base, hein, c'est-à-dire de préparer ces rations, de préparer l'approvisionnement des camps justement en nourriture, en carburant, etc. Donc ça, c'était les tâches, plus les vérifications du matériel, notamment en début d'expédition, avant que tout ce matériel ne monte sur la montagne. On fera une ligne de production pâte. Après, il faut bien s'assurer que tout correspond et que tout est bien, qu'il n'y a pas de bug dans la... Tu mettais du hachis? Et qui c'est qui fait le contrôle qualité? Enfin, après le 3e jour au camp de base, c'est la première ascension. Première, car gravir un sommet suppose une stratégie décomposant d'abord la montagne en étapes successives. En l'occurrence, notre camp de base et le camp de base officiel, puis le camp 1, le camp 2, le camp 3 et enfin le sommet. Première ascension aussi parce que c'est en montant et en redescendant plusieurs fois qu'on aide le corps à s'acclimater. Première ascension enfin, parce que ces allers et retours seront en fait indispensables pour monter tout le matériel nécessaire en altitude. L'itinéraire, pour atteindre déjà le camp 1, un cheminement le long d'une moraine interminable, 1400 mètres de dénivelé d'un seul coup, alors que l'on se trouve déjà à une altitude équivalente au plus haut sommet de nos chères Alpes. I start. Ok, see you. Yeah, see you there. Pour une première montée, pour un premier portage,
L'idée, c'est de partir lentement et de ralentir encore un peu. Donc, il faut vraiment se ménager. On peut payer très cher une dépense d'énergie excessive. Donc, il faut rester très très prudent. Et là encore, la patience et vraiment ce sentiment d'humilité, c'est quelque chose d'indispensable qui veut durer longtemps, au-delà de 5000 mètres. Moi, t'es pas calé non plus, alors je sais pas. Toi, t'étais recalé, là, t'as combien? Moi, je suis à 3400. 4348. Comment ça va? Ça va. Si tu veux, s'il faut, je reprends. Alors cette première ascension jusqu'au camp 1, elle est effectivement longue, on prend 1400 mètres de dénivelé, à cette altitude c'est pas rien. Surtout la différence en altitude entre les deux points, en d'autres endroits, aurait justifié l'installation d'un camp intermédiaire. 1400 mètres de dénivelé entre deux camps, c'est dur pour l'organisme de s'adapter. En principe, on aurait ménagé un camp intermédiaire. Le problème, c'est que sur cette moraine, l'absence de neige et l'absence d'eau, et en plus de la difficulté à trouver un site suffisamment plat et suffisamment vaste pour installer des tentes, ne permettait pas d'installer de camp entre les deux points. Alors, en fait, il y a deux efforts qui s'ajoutent. Il y a l'effort de l'organisme qui s'adapte à une nouvelle situation. Donc l'organisme, même quand on est au repos, lui travaille. Le corps ne fabrique pas de l'oxygène, il va au contraire améliorer sa capacité à le transporter. Puisqu'on dispose de moins d'oxygène dans l'air, on va essayer d'en amener au système circulatoire en augmentant les capacités du sang à fixer l'oxygène. Et puis il y a l'effort physique lié à la réalisation d'une activité ou d'un objectif, de monter de tel camp à tel camp. Donc si dans ce contexte-là, on est physiquement insuffisamment préparé, si on dépasse la capacité de l'organisme à s'adapter, on court à l'accident, donc qui peut être relativement bénin, mais qui peut donner des suites graves et même vitales si on persiste à ignorer les signes précurseurs. Une acclimatation rendue plus difficile encore par le choix de l'expédition, qui consistait à planter le fameux drapeau de l'organisation sans aide extérieure, c'est-à-dire sans porteur. Le résultat, à chaque montée, un sac bien rempli de 12 à 15 kg en moyenne sur le dos. À l'effort habituel d'une expédition classique, allait s'ajouter celui de l'autonomie à laquelle on était attaché. Donc l'autonomie impliquant des portages beaucoup plus importants, qui ne pouvaient être réalisés que par nous-mêmes et non pas par des porteurs locaux, eux déjà acclimatés. Personnellement, j'avais trouvé que la montée s'était passée tranquillement. Et surtout, ce qui m'avait plu, c'est qu'à l'arrivée au camp, pour l'installation des tentes, chacun s'était montré actif. Et j'avais trouvé ça de bon augure pour la suite. L'expérience a prouvé que ce n'était pas un critère suffisant et que des difficultés dans l'acclimatation de chacun sont plus ou moins survenues par la suite. Effectivement, la nuit passée au camp 1 a laissé des traces. Voilà. Préparation du petit-déj à 5400 mètres. Paul a vomi, Jean-Michel a vomi, Fred a vomi, Olivier a essayé de vomir. Tout le monde est finalement redescendu dès le matin au camp de base pour recharger les batteries. Mais pour descendre, je vais te dire, ça va vite. Hein. Ouais. C'est parti à quelle heure? 9h05. Depuis le premier jour, Paul, le médecin de l'équipe,
relève régulièrement l'évolution de l'acclimatation de chacun, c'est-à-dire la teneur du sang en oxygène. Oui, il faut qu'il soit chaud. Et là, c'est bon. Une évolution dont les progrès nous surprendront tous au bout de 3 semaines, puisque chacun, en moyenne, parviendra à augmenter son taux d'oxygène de plus de 10%. Au camp de base, la vie continue. Les journées s'écoulent tranquillement, rythmées par les petites occupations de chacun et les repas sous la tente messe. Les enfants de Denis, le guide, ont eu la présence d'esprit avant le départ de briefer en secret un membre de l'équipe et de lui confier une recette de gâteau d'anniversaire pour leur père. Les cuisiniers chinois ont fait ce qu'ils ont pu de la recette, sans vraiment tout comprendre, et le résultat n'était pas vraiment facile à utiliser. Mais les occasions de fête sont rares là-bas, et celle-ci fut particulièrement appréciée, même avec l'alcool local. Chez les Kirghizes, les choses sont bien plus régulières. Chaque matin, les yaks quittent le camp pour aller passer leur journée à paître dans les hauteurs. Les yaks, c'est pratiquement la principale ressource des Kirghizes. Ils leur fournissent le lait pour faire du fromage, du yaourt ou du beurre. Mais aussi leur bouse, une fois séchée, constitue le seul combustible disponible dans cette région, totalement dénuée de toute végétation, donc de bois. Enfin, les longs poils du yak, et aussi bien sûr ceux des moutons, servent à travailler la laine et à tisser les couvertures et les étoffes traditionnelles de toutes les familles kirghizes. Sinon, aucune autre activité majeure dans le village. Le vent s'est mis à souffler depuis plusieurs jours et refuse de se calmer. Ici, ce sont la nature et l'éloignement qui imposent leurs règles. Ici, quand on a mal aux dents, le seul dentiste à 300 km à la ronde, c'est le touriste qui passe. Et tant mieux si c'est un vrai médecin. Ok. Mal. Mais la vie continue. Et chaque soir, à la même heure, les yaks rentrent tout seuls au village avec leur grognement caractéristique. Et la petite Chiyuan, du haut de ses 11 ans, revient d'aller chercher son eau, comme tous les soirs. Aujourd'hui pourtant, il y a du nouveau dans le camp. Une expédition autrichienne vient d'arriver. Elle, par contre, a décidé de négocier un portage avec les Kirghizes. Le marché attire du monde, mais les négociations sont dures. L'ambiance finit même par devenir électrique et le ton monte. On frise même l'incident diplomatique. Finalement, les Chinois qui dirigent le camp de base descendent de là-haut pour remettre de l'ordre. Et puis, comme dans toutes les négociations, tout s'arrange.
Chacun obtient son petit quota et s'en va assurer sa prestation. Bref, tout le monde est content. Et certains même ont de bonnes raisons de l'être. Les jours passent. 5 fois déjà, l'équipe est remontée au camp 1, puis au camp 2, pour installer du matériel en prévision de l'ascension au sommet. Pour l'instant, le temps se maintient au beau. Une chance. Le drapeau, que Denis emporte précieusement dans ses affaires, va peut-être bientôt flotter sur le Mustagata. Le camp 2 a été installé au prix d'efforts importants. Les premiers contacts avec les séracs et les premières nuits passées sur le glacier sont beaucoup plus durs. Les portages plus longs, parce que plus fatigants. Les pauses vraiment inévitables. Alors le trajet du camp 1 au camp 2, on imposait de prendre pied sur le glacier. Entre 5005 jusqu'à 6003, c'est quand même c'est important. Plus important que ce qui se fait classiquement, mais là aussi c'est un peu la montagne qui l'impose. Les dimensions sont, même si les difficultés techniques ne sont pas importantes, les dénivelés sont importants, les distances sont considérables et chaque étape nécessite entre 5 et 8 heures de montée. À cette altitude, la quantité d'oxygène dans l'air est d'environ 60% inférieure à celle du niveau de la mer. La température se maintient à -15. Vu d'ici, le Mont Blanc est bien loin et presque ordinaire. Les dimensions himalayennes de la montagne se font cruellement sentir. Tous les 4 ou 5 mètres, une halte est nécessaire pour reprendre son souffle. D'autant qu'avec les skis, les chaussures et les crampons, chaque pied traîne environ 3 kilos supplémentaires. Malheureusement, plus les jours avancent, plus le temps change. Et pas vraiment dans le bon sens. Au-dessus de la montagne, le ciel devient chaque jour plus capricieux, plus chahuté. La décision est prise de tenter le sommet. Alors la tentative au sommet, elle s'est réalisée en 3 jours. Donc on est reparti du camp, on a passé la nuit au camp 1 évidemment. Le lendemain on est parti, j'avais imposé un départ assez matinal pour monter à 6300 mètres. Et mon idée était le lendemain de déplacer notre camp
pour le monter à 6000, aux environs de 6700 mètres, avant de tenter le sommet. Arrivé à 6500 mètres, le temps était beaucoup plus brouillé, la visibilité était réduite au-dessus. On avait un emplacement qui était convenable, donc plutôt que de partir dans le brouillard et le vent, monter un camp dans de mauvaises conditions, j'ai choisi d'installer le camp pour tenter le sommet le lendemain. Au matin, il y a eu une trouée dans le ciel, ça s'est dégagé, donc j'ai levé tout le monde. Montre-moi ta face de taliban, toi. Et on a tenté le sommet, mais très vite le temps s'est recouvert à nouveau avec vent, neige et brouillard. Donc aux alentours de 7000 mètres, là j'ai décidé le demi-tour, ça n'était pas viable. Je ne suis même pas sûr qu'on aurait réussi à trouver le sommet, compte tenu du relief et de l'immensité du plateau sommital et du fait que le sommet est très peu marqué. On n'a donc pas planté le drapeau de l'OME. En revanche, on l'a déplié à l'altitude maximale qu'on avait atteinte. On avait quand même cette fierté-là d'avoir levé cette idée, d'élever cette idée aussi haut. La voilà donc la grande idée. Une organisation mondiale pour l'environnement. Une idée lancée dans un discours d'un président de la République française au sommet de Johannesburg en 2002. Une balle reprise au bond par un groupe de passionnés. En tout cas, une idée qui trône maintenant sur l'un des toits du monde, à 7000 mètres. Et si ça marchait? Et si Denis, Jean-Michel, André, Paul, Olivier, Frédéric, Nicolas et François n'étaient pas effectivement montés là-haut pour rien? Et si maintenant, ou même demain, à côté d'une organisation mondiale du commerce, on imaginait quelque chose qui concernerait vraiment tous les hommes de la Terre? Une OME. Une institution créée pour gérer enfin les problèmes d'environnement et de développement durable de la planète. La balle est peut-être maintenant dans notre camp à tous.